Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo didacticielle autour des stats avancées. Je vous propose de vous expliquer et de passer au crible 3 statistiques avancées que j'utilise beaucoup et qui sont pour moi très utiles pour essayer de voir plus loin que les stats brutes, parce que vous le savez, le nombre de points marqués, le nombre de rebonds, le pourcentage au tir, les interceptions, les contres, c'est trop limité pour avoir une idée réelle du niveau d'un joueur, parce que ça ne donne pas le contexte. Et sans le contexte, ça ne veut pas dire grand chose. Et grâce aux 3 stats avancées que je vais vous présenter, vous irez vers un petit peu plus d'objectivité et vers une vision un petit peu plus globale du réel niveau d'un joueur, de son impact, et ça va vous permettre, et c'est ça qui est le plus important, de comparer des joueurs qui ne jouent pas forcément le même nombre de minutes, qui ne jouent pas forcément au même poste, qui n'ont peut-être pas forcément joué à la même époque, pour avoir une idée qui ne sera pas forcément parfaite, ça ne sera pas une vérité absolue, mais on se rapprochera de quelque chose d'objectif pour évaluer justement le niveau exact d'un joueur. Allez, trêve de blabla, on va commencer. Donc les stats avancées, des incontournables pour décoder le jeu et pour s'assurer que ce que vous voyez durant les matchs est confirmé ou non par des stats avancées, bref, par une vision globale. Donc, quelles stats avancées utiliser, comment les interpréter, c'est ce que je vous propose dans cette petite vidéo. Je vous propose de commencer par le True Shooting Percentage, le pourcentage au tir réel, une stat extrêmement intéressante pour connaître le vrai niveau d'adresse, le vrai pourcentage dans une approche la plus globale possible d'un joueur. Le principe du pourcentage au tir réel, du True Shooting Percentage, c'est d'avoir une pondération des paniers à 1 point, donc des lancers francs, des paniers à 2 points et des paniers à 3 points. Parce que, vous le savez, tourner à 33% de réussite à 3 points, ça correspond à 50% de réussite à 2 points. Et oui, parce que si vous faites un 2 sur 6 à 3 points au tir, vous inscrivez 6 points en tentant 6 tirs. Et pour inscrire 6 points en tentant 6 tirs sur des tirs à 2 points, il faut faire un 3 sur 6. Donc on est bien sur ce postulat, 33% à 3 points égale 50% à 2 points. Donc, un joueur extérieur ou un intérieur qui tire beaucoup à 3 points peut avoir 40% de réussite au tir, et on pourrait donc, en première lecture, interpréter ça comme un pourcentage très faible, alors qu'en fait, il a 60% de réussite au tir réel. Donc c'est une stat qui est très intéressante à avoir en tête. De même, elle va mesurer l'impact d'une très belle adresse au lancer franc. Un joueur qui tente beaucoup de lancer franc avec un très beau pourcentage de réussite, un James Harden, un Westbrook, va tirer son niveau d'attaque vers le haut, au contraire d'un joueur comme un Andre Drummond ou un DeAndre Jordan, qui pourtant sont très adroits près du cercle, mais qui manquent plein de points sur la ligne des lancers. Ça fait tirer leur adresse et leur impact offensif global vers le bas. Donc c'est idéal pour évaluer une adresse et un apport offensif d'une manière générale. Et ça permet de comparer des extérieurs et des intérieurs. Je ne vous ai pas mis le calcul, c'est pas intéressant, mais sachez donc, pour résumer, que le pourcentage au tir réel, TS%, c'est la pondération des tirs à 1 point, 2 points, 3 points, et que la saison passée, vous voyez que le joueur le plus adroit de la ligue, c'était Tyson Chandler, à pratiquement 70% au tir réel. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur attaquant de la ligue, parce que Tyson Chandler, l'intégralité quasiment de ses paniers, c'est des dunks après des rebonds offensifs, ou bien c'est des dunks sur des pick and roll où il est resservi en dessous et il va dunker. C'est comme ça que vous avez des Tyson Chandler, des Rudy Gobert, des DeAndre Jordan, des Dwayne Dedmon, des Capella, des joueurs assez faibles en attaque mais qui ont un pourcentage très élevé. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que vous avez des extérieurs, des Kevin Durant, des Kyle Korver, des Otto Porter, des Stephen Curry qui ont un pourcentage au tir réel très élevé, et en comparant
par exemple un Steph Curry avec un autre super attaquant, vous pourrez comme ça avoir une idée de leur impact et de leur adresse dans une manière globale. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est une stat qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir en tête, et qui permet, d'une manière plus juste, d'évaluer un niveau d'adresse dans son approche globale. Deuxième stat avancée très intéressante, le Player Efficiency Rating, le fameux PER dont je vous parle à peu près tout le temps. Il a été créé par le journaliste qui travaille pour ESPN, John Hollinger, parce qu'entre-temps, John Hollinger, il est devenu vice-président des opérations basket des Memphis Grizzlies. Donc comme quoi, eh bien, maîtriser un peu les stats avancées, voire même en créer une qui est devenue une référence, eh bien ça peut vous amener à des postes à responsabilité dans une franchise NBA. Le PER, pour faire simple, ça mesure l'efficacité d'un joueur quand il est sur le terrain. Sa méthode de calcul, on va prendre toutes les actions positives qu'on va ajouter et on va soustraire les actions négatives, des tirs manqués, des balles perdues, etc. Et on va en faire un indice à la minute, c'est-à-dire que c'est une valeur de productivité sur le terrain ramenée à la minute. Donc ça tient vraiment compte de ce que produit un joueur par minute sur le terrain. Ça permet donc de comparer la productivité de joueurs n'ayant pas le même temps de jeu et n'évoluant pas sur les mêmes postes. Le calcul, il est là, donc il est très 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 compliqué. Je vous le présente non pas pour que vous l'appreniez par cœur, il n'y aura pas d'interro surprise, mais pour que, eh bien, vous compreniez bien que c'est une stat avancée très 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 aboutie qui intègre plein de notions et tout ce qu'il est statistiquement possible de quantifier dans le basket. Ce qui est très 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 intéressant, c'est que le PER, il est normalisé systématiquement à 15 pour chaque saison. Donc, dans chaque différente saison, et on peut aller retrouver le PER jusque dans les années 50, c'est une stat qui est complètement rétro-compatible, rétroactive, et bien systématiquement, la valeur moyenne du joueur moyen cette année-là, elle est à 15. C'est un système de pondération qui est défini entre le meilleur et le moins bon, on trouve un petit peu un milieu, et le milieu est toujours à 15. Et c'est très 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 intéressant parce que ça va permettre de comparer la performance à travers le temps par rapport aux standards de l'époque en question. Effectivement, si vous vous posez la question, attends, qui était le joueur le plus impactant entre Wilt Chamberlain des années 60 ou Shaquille O'Neal des années 2000, eh bien, vous allez pouvoir le comparer par rapport au PER, puisqu'il est toujours normalisé par rapport au rendement moyen du joueur moyen avec lequel vous voulez comparer un autre joueur. Et ça, c'est très très intéressant parce que peut-être, je n'en sais rien, c'est une supposition, peut-être qu'en 1 contre 1 ou en opposition directe, le Shaq des années 2000 exploserait le Wilt Chamberlain des années 60. Ou peut-être que l'inverse est vrai. Donc, difficile de comparer stricto sensu deux joueurs qui ont joué avec 40 années d'écart dans la NBA. Et bien, grâce au PER, vous pouvez quelque part faire ce calcul-là parce que vous allez avoir la productivité des joueurs sur le terrain et donc en découler une certaine efficacité par rapport à la moyenne de l'époque. Vous allez donc avoir le niveau de domination, si vous voulez, du joueur en question par rapport à la moyenne de l'époque. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la NBA, eh bien, le joueur avec le plus gros PER, donc la plus grosse productivité sur le terrain, eh bien, c'était le Wilt Chamberlain des années 60 à 50 points, 20 rebonds par match, effectivement, ça sera difficile de faire mieux. Et puis on retrouve des LeBron James, des Michael Jordan, des Steph Curry, des Anthony Davis, des David Robinson et des Shaquille O'Neal. C'est une stat qui est vraiment très 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 intéressante parce que vous avez vraiment, pour faire simple, une compilation et une donnée de la productivité d'un joueur quand il est sur le terrain. Alors attention, vous l'aurez peut-être déjà constaté, mais quand vous consultez sur le net le PER d'un joueur pour une saison donnée, en fonction d'un site ou d'un autre, vous pouvez avoir deux valeurs différentes.
La variation va pas être énorme, ça va se jouer à quelques dixièmes, mais pourquoi il y a cette variation-là alors qu'a priori le calcul est le même? Eh bien, il existe en fait deux PER différents. Il y a le Unadjust PER et il y a le Adjust PER. La différence entre les deux, c'est qu'il va y avoir dans le Adjust PER une notion de nombre de possessions jouées. Et oui, quand vous évoluez dans une équipe qui joue très très vite, eh bien, vous allez pouvoir tenter plus de tirs, vous allez pouvoir prendre plus de rebonds, faire plus de passes décisives, parce que à la fin d'un match, votre équipe va avoir joué peut-être 110, 115 possessions, quand un autre joueur évoluant au même poste que vous, mais évoluant dans une équipe qui joue avec un rythme très très lent, eh bien, aura mathématiquement moins d'opportunités de produire de la stat, parce que son équipe ne jouera que 90 possessions. Donc, et si on veut équitablement et justement comparer ces deux joueurs, il faut introduire une notion d'ajustement au nombre de possessions jouées. Et c'est ce que vous obtenez dans le Adjust PER sur le site de ESPN. Quand vous consultez les PER, vous avez la stat du PER ajusté, qui est par essence la stat la plus juste et la plus correcte quand on parle du PER. Mais très souvent, c'est pas précisé comme ça, d'une manière explicite sur le site. Il faut aller dans les petits astérix ou dans les bas de page pour savoir si on est en train de consulter le adjust ou le unadjust. Mais voilà, ayez cette notion-là en tête qui expliquera pourquoi d'un site à l'autre, il y a parfois des variations. PER, donc je vous l'ai dit, super stat pour mesurer la productivité d'un joueur sur le terrain. Mais attendez, là, il était en train de me dire que le PER, ça permet vraiment d'avoir une idée du niveau réel de l'impact d'un joueur quand il est sur le terrain. Mais regardez Enes Kanter la saison passée, il a 24 de PER. Donc tu nous dis que la moyenne est à 15. Donc c'est un joueur qui est très 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 au-dessus de la moyenne. Avec 24, il est pratiquement dans l'élite de la NBA. Donc est-ce que ça veut dire que Enes Kanter, c'est en fait un joueur super sous-estimé qui fait partie de l'élite de la NBA? A contrario, des joueurs comme Trevor Ariza ou Iguodala ont 12 de PER et 14 de PER. Est-ce que ça veut dire que c'est des mauvais joueurs? Parce que moi, quand je les vois jouer dans leur équipe, c'est des joueurs super précieux qui ont contribué au succès respectif des Rockets et des Warriors. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec le PER? Eh bien, effectivement, le niveau réel d'un joueur ne peut pas se résumer au PER. Parce que vous pouvez effectivement être une machine à noircir la feuille de stats sans pour autant avoir un énorme impact sur le rendement de votre équipe. C'est le cas d'Enes Kanter. Et à contrario, vous pouvez être indispensable sur le terrain sans forcément créer des données statistiques. Parce que vous allez super bien défendre, mais sans générer d'interception et sans générer de contre. C'était le cas par exemple d'un Bruce Bowen. Et vous allez me dire, mais si tu défends super bien, tu dois intercepter et contrer. Eh bien non, pas forcément. Parce que pour intercepter, à un moment ou à un autre, il faut se mettre, entre guillemets, dans une situation de risque, où on va sortir un petit peu de sa position pour jaillir et intercepter une passe. Et il y a des très très bons défenseurs qui restent en rigueur, qui restent dans leurs appuis, qui ne se mettent pas hors de position pour tenter une interception, et qui donc statistiquement ne génèrent pas forcément de contre ou de ballon volé. De même, il y a des joueurs qui sont super précieux en défense, parce qu'ils communiquent super bien avec leurs coéquipiers, parce qu'ils annoncent super bien, parce qu'ils posent de super bons écrans en attaque, ou à contrario, ils posent de super écrans retard au rebond, mais c'est pas eux qui prennent le rebond. Ils ont empêché l'adversaire de le prendre, mais c'est un coéquipier qui l'a pris. Et ça, évidemment, ça n'apparaît pas dans les stats. Donc, regardez seulement le PER, qui est finalement une accumulation arithmétique de statistiques, même si c'est relatif, même si ça donne une indication sur la productivité d'un joueur, ça n'est pas suffisant pour évaluer son impact pour son équipe et sur le terrain. Il existe pour ça une autre stat. Vous voyez où je veux en venir? Le box score plus minus. Le box score plus minus, qu'on appelle aussi le BPM, ça permet d'évaluer l'impact
est la contribution d'un joueur sur la feuille de match et donc son impact pour son équipe. C'est divisable en offensive box plus minus et en defensive box plus minus. Donc on peut avoir une idée de l'impact offensif et de l'impact défensif. C'est une stat relative pour 100 possessions. Donc, eh bien, ça permet d'évaluer le niveau d'un joueur qui joue dans une équipe qui joue très très vite et un autre qui joue dans une équipe très lentement. C'est toujours normalisé à 100. Et c'est comme le PER, standardisé sur le niveau moyen de la NBA cette saison-là. Quand vous avez un box score plus minus à 0, eh bien, vous avez un joueur qui est considéré comme moyen. Il est au niveau médian moyen de la NBA. C'est un joueur lambda. Quand vous avez un box score plus minus à plus 5, vous avez donc un joueur qui est 5 points au-dessus de la moyenne NBA. C'est considéré comme un niveau All-NBA. Donc c'est l'élite de la ligue. Quand vous avez un box score plus minus au total à moins 2, eh bien, vous avez un niveau qui correspond à un niveau remplaçant. Donc on va considérer qu'on est un petit peu en deçà de la moyenne. Donc on est au niveau d'un remplaçant. Et quand on est à contrario à moins 5, c'est qu'on est en présence d'un mauvais joueur, qui clairement a un impact sur le terrain très 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 insuffisant. Par contre, attention, comme toutes les stats métriques, comme le PER, ça ne tient pas compte de ce qui est impalpable. Les bons écrans, la bonne communication défense, etc. Mais ça donne un indicateur qui est très intéressant de l'indispensabilité, si vous voulez, d'un joueur quand il est sur le terrain et de sa contribution globale à la performance de l'équipe. Et ça, c'est une autre notion qui est très 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 importante dans le box score plus minus. C'est que, pour résumer, ça mesure l'impact d'un joueur en attaque et en défense, mais ça mesure aussi son impact par rapport au rendement moyen de l'équipe. Autrement dit, quand vous avez joué dans une équipe qui a réalisé un carton offensif, eh bien, s'il n'y avait pas un ajustement, on aurait une donnée tronquée. Parce que vous avez été sur le terrain quand votre équipe a mis 140 points, donc vous pouvez avoir un impact offensif, donc un offensive box plus minus, qui va être artificiellement tronqué. Eh bien, il y a dans le calcul du box score plus minus des éléments qui permettent de restandardiser la performance du joueur par rapport à la performance moyenne de son équipe. Et ça tient compte aussi du fait que quand vous jouez en étant mené au score, eh bien vous allez plus vous défoncer que quand vous jouez avec 25 ou 30 points d'avance dans le mop-up time, dans le garbage time. Et tout ça, finalement, vous voyez, est pondéré et actualisé. Donc le box score plus minus, c'est vraiment une stat qui est super intéressante, qui est relative, ramenée à 100 possessions et qui vous permet d'évaluer l'impact qu'a eu un joueur quand il était sur le terrain par rapport au niveau moyen de la NBA. Donc si on reprend le cas d'Iguodala, souvenez-vous qu'il y avait 14 de PER, une productivité sur le terrain un petit peu en deçà de la moyenne. Mais quand vous allez voir son box plus minus, il est à plus 3. Là où la moyenne NBA est à 0, et là où, souvenez-vous, je vous ai dit que quand vous êtes à plus 5, vous êtes dans un niveau All-NBA, et là vous comprenez que Iguodala, notamment grâce à sa défense à plus 1,7, eh bien c'est un joueur qui est très 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 impactant et qui a été indispensable la saison passée au succès des Warriors. Et même dispositif pour Ariza, vous avez un joueur qui a 12 de PER, donc on peut considérer que sa productivité sur le terrain elle est relativement moyenne, et puis quand vous allez regarder le box plus minus ici, on est à plus 1,7, donc on est pratiquement à plus 2, donc on est très au-dessus en termes d'impact et de contribution au succès de son équipe, on est très au-dessus de la moyenne NBA. Donc, vous l'avez compris, ne jamais s'arrêter à une seule stat, même si c'est une stat avancée, toujours en recouper plusieurs, et c'est grâce à ce recoupement que vous allez élargir votre spectre et que vous aurez un jugement qui sera le plus juste possible et le plus objectif possible. C'est toujours vers ça
que l'on veut tendre. Et c'est ainsi que la saison dernière, eh bien, quand on regarde le box plus-minus, donc l'impact d'un joueur pour le succès de son équipe, eh bien, on retrouve des Westbrook, des Harden, des Paul, des James, des Jokic, des Durant, des Leonard, des Antetokounmpo, des Curry. Bref, vous avez compris qu'on est vraiment dans l'élite de la NBA, on est dans le gratin de la NBA. Mais attention, je vous l'ai dit, c'est une stat avancée qui mesure l'impact ramené à 100 possessions. Ça ne mesure pas l'impact réel du joueur en fonction de son temps de jeu. Et c'est comme ça que vous avez par exemple un Lucas Nogueira qui est classé 16e en termes d'impact dans la NBA, alors que vous en conviendrez avec moi, c'est pas le 16e joueur le plus impactant. C'est juste que dans les 12 à 15 minutes de temps de jeu qu'il a eu la saison passée, et bien effectivement, durant ce temps passé sur le terrain, et bien, il a été très impactant. Mais évidemment, ce niveau d'impact est en aucun cas comparable avec un Draymond Green ou un Isaiah Thomas qui jouait 34, 35, 36 minutes la saison passée. Pour ça que c'est aussi une stat qu'il faut pondérer en ayant le temps de jeu en tête. Parce que effectivement, en jouant 10-15 minutes, vous êtes ultra frais. Vous avez peut-être en face de vous des joueurs un petit peu plus faibles, même si c'est pondéré, je vous l'avais expliqué. Bien entendu, vous jouez moins, donc dans la contribution globale que vous avez apportée à votre équipe, c'est moins important qu'un joueur qui va jouer 36 minutes. On est d'accord, mais il faut avoir aussi cette notion-là en tête. Ce qui est très intéressant, c'est que comme le PER, ça vous permet d'avoir des comparaisons d'impact entre les époques. Est-ce que le Michael Jordan des années 80 est plus impactant que le LeBron James des années 2016-2017? Voilà les calculs et les comparaisons que vous allez, pourquoi pas, pouvoir faire, qui vont peut-être vous permettre de sortir des éternels dilemmes que je trouve complètement stériles et qui n'ont pour moi aucun intérêt, de savoir qui était meilleur que qui. Ils étaient tous forts et honnêtement, on s'en branle. Voilà. Et comme je vous le disais, attention, c'est une stat ramenée par 100 possessions. Donc même un joueur qui n'aura joué que 15 ou 16 possessions dans son temps de jeu moyen, eh bien, est ramené vers le haut parce que c'est réajusté à 100 possessions. Ça ne tient pas compte des minutes jouées. Donc ayez ça en tête pour peut-être faire des pondérations. Il y a une autre stat qui tient compte des minutes jouées, c'est le value over emplacement que j'ai déjà évoqué dans mes vidéos. J'en parle pas ici pour pas surcharger la note. Mais voilà, ayez ça en tête. C'est important. Maintenant que vous maîtrisez, on va dire que c'est les 3 stats avancées les plus intéressantes, les plus souvent utilisées, que ça soit sur internet, dans différents articles ou même dans mes vidéos, c'est des stats que j'évoque souvent. Si ces éléments n'étaient pour vous pas familiers, eh bien j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez un petit peu plus d'éléments pour vous faire votre propre avis, et c'est toujours là où je veux en venir. Mon avis, tout le monde s'en branle. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous faire un avis, et j'espère un avis le plus objectif possible. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Bon match à tous.